Chère Mouchine, eh bien, merci pour cette invitation. Bien sûr, par le cœur, je suis avec vous. Par écran, je suis avec vous. Mais pour sûr, rien ne remplacera jamais une vraie rencontre. Donc, c'est avec plaisir ce soir que je vais échanger sur ce sujet que tu m'as demandé de traiter, à savoir chirurgie et sécheresse. Et définitivement, aujourd'hui, on peut dire que la sécheresse, c'est l'ennemi réfractif numéro un. Donc, un certain nombre de mécanismes clés sont autour de ce gros topic désormais devenu populaire qui est la surface oculaire et le syndrome sec, qui est autour de ce cercle vicieux qu'avait mis en place Christophe Baudouin. Et on conçoit aisément que de plein de façons, et en particulier autour de la chirurgie, on peut rentrer dans ce cercle infernal dont le Dieuze a défini de manière très claire la dimension multifactorielle, à savoir une perte de l'homéostasie, avec un certain nombre de mots-clés, hyperosmolarité connectée à l'inflammation, et puis composante neurosensorielle. Ça, c'est nouveau dans le DIUS2. C'est tellement vrai qu'il y a ce concept de la neuropathic pain, qui en fait est en particulier bien illustré dans les suites de la chirurgie du LASIK en particulier. Donc toute chirurgie va pouvoir entraîner une perte de cet équilibre d'homéostasie qui va être plus ou moins transitoire. Et parce qu'il y a une double régulation nerveuse et vasculaire, eh bien on va dire que toute chirurgie va avoir un impact double, c'est-à-dire neurogène et inflammatoire. Donc, dans les corps spécifiques de la chirurgie réfractive, on va avoir deux grands chapitres. Et dans ces deux grands chapitres, on va dire que finalement, c'est l'accumulation des facteurs de risque qui vont pouvoir être réunis, en particulier avec le phénomène de l'âge passant. Et c'est pourquoi on va à la fois pouvoir parler de ce qui se passe en cornée, de ce qui se passe dans les chirurgies intraoculaires. Pour sûr, dès qu'il y a une situation préopératoire qui est l'instabilité, eh bien on va aggraver ça par la chirurgie. Donc, on a classiquement les chirurgies cornéennes. Vous allez avoir une agression directe de la cornée, vous allez découper des nerfs et vous aurez une réponse cicatricielle. Les facteurs de risque, on les connaît, les gens sont jeunes, c'est souvent intolérance aux lentilles de contact, parfois même une allergie. Si vous avez utilisé des collyres, notamment collyres lubrifiants conservés, et puis aujourd'hui, bien sûr, un gros highlight sur travailleurs sur écran, et on est tous sur écran, ne serait-ce que dans ce monde virtuel dans lequel nous sommes désormais plongés. Et puis, nous avons les chirurgies intraoculaires qui ne sont pas épargnées. L'implantation FAC, notamment avec ces longs passés de portes lentilles de contact chez les grands hémétropes qui n'en sont même plus de lunettes, le fait que vous réalisiez une incision, si petite soit-elle. Dans la chirurgie cristallin, de la même façon, vous avez une incision et la chirurgie cristallin aujourd'hui est devenue réfractive puisque vous visez l'hémétropie, vous allez utiliser des implants sophistiqués, très demandeurs en bonne qualité de vision. Là, c'est le cumul des facteurs de risque. Et on a tout à fait bien démontré qu'à l'âge de la cataracte, eh bien, plus de 40% des patients ont un dysfonctionnement mébomien qui sera et qui est lié au phénomène de vieillissement, les médicaments, les hormones, et avec un impact qui va se majorer encore une fois lorsque vous aurez besoin de recourir aux implants premium. Notez que 80% des cataractes ont des signes secs, bien que trois quarts d'entre eux n'aient pas été diagnostiqués en préopératoire, et que 50 à 60% des chirurgies de cataracte vont présenter une MGD qui ne va pas être patente, mais qui pourra devenir gênante après l'opération, et ceci souvent volontiers un mois après l'arrêt du traitement. Donc, détecter avant pour préparer la cornée, pour informer le patient, ça c'est important parce qu'après ce sera trop tard. Et vous savez qu'en médecine, il vaut mieux prévenir que guérir. Lorsque la surface est saine, il faut quand même bien concevoir que Mère Nature est souvent bien sympathique avec nous parce qu'elle va réparer et elle va restaurer. Si cette boucle est normale, eh bien, juste après l'opération, vous aurez une augmentation de la sécrétion lacrymale, une augmentation des défenses locales et de la sécrétion du mucus par l'activation des terminaisons nerveuses au niveau de la conjonctive et la cornée. Ça, c'est normal. Et par exemple, après une chirurgie de photoablation de surface, vous assisterez à cette répitalisation en 4 jours, repousse des nerfs à peu près en 6 mois, puis normalisation au final en 1 an. Lorsque vous ferez du LASIK, du SMILE, vous n'aurez jamais de cicatrisation ad intégram, mais vous aurez au niveau de l'interface une réorganisation. Les nerfs vont partiellement se réparer et vous aurez quand même une normalisation aux alentours du 6e mois. Enfin, lorsque vous ferez une chirurgie du cristallin, vous avez une mini-incision, vous avez une petite inflammation autour de cette incision et en intraoculaire, et là aussi, normalisation à 6 mois. Cependant, si
la surface n'est pas intègre, ou bien si la glande lacrymale est pathologique, vous allez assister à un épuisement ou à une surstimulation nerveuse et vous allez avoir cette boucle de régulation qui va devenir inefficace avec l'induction d'un larmoiement paradoxal pour aboutir finalement à une inflammation neurogène. Là voilà cette inflammation qui appartient à la définition du USE2 désormais. Donc, les conséquences d'un œil sec ne sont pas des moindres et c'est en matière de LASIK sûrement là où l'œil sec présente les plus graves complications. On sait qu'il faut vraiment avoir soin de respecter l'épithélium. Sinon, vous pourrez assister, s'il y a une perte de cette intégrité de surface, à un retard de la repousse épithéliale. Ça peut être volontiers d'ailleurs lié à l'introduction de stéroïdes trop tôt ou l'arrêt trop tard des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et vous allez donc avoir l'interférence de cette lentille thérapeutique qui va majorer le risque infectieux. Et puis, en matière de LASIK, comme je viens de l'évoquer, là où s'exprime le plus fortement la complication de la sécheresse oculaire, ce sont toutes les complications de l'interface. Défecte cornéen persistant, on le retrouve ici, invasion épithéliale majorée lorsque vous traitez, vous refaites un LASIK en décor du retraitement, kératite lamellaire diffuse, régression réfractive bien sûr, kératite infectieuse plus rare et qui vont conduire autant de complications sévères à une perte de meilleure acuité visuelle corrigée, c'est-à-dire à une vraie complication de votre LASIK. Alors, est-ce que le SMILE est un peu moins pourvoyeur d'impact sur la surface oculaire? La littérature vous dit bien que dans les 6 premiers mois, c'est vrai, parce qu'on va mieux respecter les connexions nerveuses, on va travailler sur une zone plus profonde où il y a moins de concentration de terminaisons nerveuses. C'est vrai qu'au-delà du 6e mois, 1 an, tout s'égalise par rapport au LASIK, mais en post-opératoire immédiat, ce n'est pas négligeable, surtout si la surface en préopératoire est déjà instable. Alors, les conséquences d'un œil sec ne sont pas négligeables. Il y a le confort, bien sûr, du patient, et c'est là où on va essayer de définir s'il a tort ou pas de se plaindre. C'est un confort post-opératoire. Il y a celui qu'on attend, et puis celui que vous allez accompagner. Vous avez des gouttes, de lubrifiant systématique, même volontiers des anti-inflammatoires, on y reviendra tout à l'heure. Et il va s'exprimer sous la forme de je pique, je gratte, je vois flou. Et donc, pour toutes ces plaintes-là, vous allez combiner les lubrifiants au traitement conventionnel. Il peut de règle s'expliquer. On l'a dit, après le laser excimer, c'est aigu, ça va repousser en 4 jours. Après le LASIK, c'est 2, maximum 8 jours. Ce sera identique pour le SMILE, peut-être moins impacté dans les suites immédiates. Pour la cataracte, lorsque vous allez mettre des lubrifiants, tout va bien se passer. Puis quand vous les arrêterez après 1 mois, ça peut tout à fait donc apparaître. Et puis parfois, eh bien, ça va être inexpliqué. C'est ce fameux patient qui ne présente rien en lampe à fente et qui pourtant va vous rapporter des douleurs insupportables. C'est la fameuse douleur neuropathique où il n'y a pas de lésion organique, mais vous avez cette boucle auto-entretenue d'autostimulation qui va être totalement dérégulée. Et le plus beau des modèles, c'est le LASIK-induced neurotrophic epitheliopathie, qui est le Lyme syndrome décrit en 2007, qui n'est rien d'autre justement que cette dégradation de la composante neurogène et de la perte de l'autorégulation. Donc c'est très important de tester la sensibilité cornéenne. Alors c'est vrai que les LASIK des temps modernes, qui ont des capots fins, qui ont des berges angulées, qui ont une charnière supérieure, peuvent peut-être minimiser cet impact, mais il faut savoir que cette douleur neurogène est bel et bien donc présente et rapportée. Les mécanismes centraux, c'est l'inflammation neurogène. Donc, on retrouve cette double composante que nous avons soulignée dès l'introduction, à savoir une boucle auto-entretenue où les 2 composantes, réponse inflammatoire et régulation neurogène, vont intervenir. Et figurez-vous que ça concerne la chirurgie de la cornée, mais également la chirurgie de la cataracte. L'inflammation a 2 conséquences majeures dans la sécheresse oculaire. Vous allez pouvoir induire une destruction tissulaire, bloquer les neurosécrétions par la médiation des cytokines, la cascade de l'inflammation. Et il est admis qu'une atteinte neurologique chronique finit par conduire à une inflammation neurogène parce que vous allez avoir un réflexe réduit de la sécrétion lacrymale qui en découler, une perte des stimuli sensoriels vers la glande lacrymale, vous allez baisser les clignements, et finalement une diminution de la sensibilité cornéenne. Voilà la jolie cascade qui instaure ce cercle vicieux et cette rupture de l'homéostasie de la surface oculaire. Donc, indiscutablement, il y a une importance à diagnostiquer cette dérégulation et à bien examiner notre surface oculaire. Un syndrome sec diagnostiqué peut l'être de façon aisée quand le patient
rapportent les plaintes que nous avons évoquées. Ça pique, ça gratte, ça brûle, j'ai l'impression de grains de sable. Mais sachez que de manière beaucoup plus insidieuse, eh bien, ces plaintes, si on n'arrive pas à les contrôler, vous allez aller jusqu'à l'expression d'une anxiété, voire d'une dépression, voire même des tentatives de suicide tout à fait documentées et un absentéisme au travail. Et cette observation des conséquences de l'œil sec, c'est volontiers un mois après l'arrêt du traitement post-opératoire. Alors, l'instabilité du film lacrymal va volontiers s'exprimer de manière beaucoup plus indirecte et insidieuse. Vous allez impacter la qualité de vision. Ça veut dire pas un patient qui va spontanément venir vers vous avec des plaintes fonctionnelles, mais une dégradation de vision. Et donc, ceci parce que le film lacrymal a une puissance optique qui est tout à fait bien aujourd'hui documentée, qui va dépendre de la stabilité, de l'épaisseur de ce film lacrymal, et ça va conditionner la stabilité de la vision. Donc, quand une vision est instable, vous aurez des fluctuations lors des clignements, entre deux clignements, vous ne maintiendrez pas la stabilité de la performance, et vous allez augmenter la dispersion, la diffusion de la lumière, le fameux scatter, qui va donner des halos, des éblouissements. Et donc, un film lacrymal instable, c'est une labilité des images, images d'ailleurs de vos outils de mesure, mais images également perçues par le patient, une perturbation des mesures objectives qui peut par exemple impacter notamment l'implantation torique et conduire à des décisions chirurgicales inadaptées et surtout une difficulté de gérer le patient en post-opératoire parce qu'il aura, lui, une grande difficulté à accepter bien, que la mauvaise vision est purement liée à son instabilité de surface oculaire. Donc, détecter, pré-traiter, informer, c'est la clé du succès parce que la chirurgie va contribuer à la progression de votre syndrome sec et que vous risquez de ne le diagnostiquer qu'après l'opération. Donc, le point de départ, c'est de savoir bien faire le screening de cette surface oculaire. On va d'abord questionner. Alors ça, les questionnaires, il y en a plein d'usages aisés qui vont assurer donc un screening de cette surface oculaire, en particulier le SDI que tout le monde connaît, le SPID avec un petit focus sur la couche lipidique, par exemple. Dans tous les cas, vous allez évaluer, documenter la réponse au traitement. C'est important de grader en sévérité, en fréquence, et il y a une différence, bien sûr, entre toujours, souvent, parfois jamais rapporté, ou bien mieux encore, entre spontanément rapporté ou recherché. Et là, bien sûr, c'est tout à fait l'art de savoir poser les questions, puisqu'il faut garder à l'esprit que le syndrome sec, je le redis ici, peut être asymptomatique. Et puis, vous allez conduire votre examen exhaustif de la surface oculaire, cornée, couche par couche, donc dystrophie, cicatrice, opacité recherchée, le limbe avec son panus, notamment suite au port de lentilles prolongées, les néovaisseaux, la conjonctive, vous rechercherez l'hyperémie, l'allergie, le syndrome sec par excellence, et puis bien sûr les paupières, avec un intérêt aujourd'hui qui est bien reconnu sur la manière de scruter et d'examiner les glandes de mébomus. Le film lacrymal, pour lequel on recherchera la viscosité, les débris, le caractère mousseux des larmes. Et puis n'oubliez pas le visage, parce que ce visage peut exprimer une rosacée ou un lupus qui sont des signes d'orientation. Et puis gardez à l'esprit cette valeur clé de la goutte de fluorescéine sans avoir besoin d'acheter des outils sophistiqués comme on va les faire défiler tout à l'heure, la valeur d'une goutte bien mise de fluorescéine, c'est-à-dire 5 microlitres 10 à 30 secondes, donc on attend, on met la lumière bleue et on va, si vous cherchez le temps de rupture du film lacrymal, vous allez chronométrer et non pas compter l'exact temps qui conduit à cette rupture du film lacrymal en regardant où il va d'ailleurs se rompre et depuis, donc ceci depuis le temps du dernier clignement. Alors, quand ce temps est supérieur à 10 secondes, c'est bien. Quand il est entre 5 et 10 secondes, c'est un œil sec latent. Et quand il est inférieur à 5 secondes, a fortiori, c'est un syndrome sec vrai. Cette goutte de fluorescéine, on va bien sûr la regarder, imprégner la cornée et puis la conjonctive. Une goutte, mais on attend assez. Et vous allez également regarder la conjonctive, c'est le fameux Oxford modifié. Si vous interposez un filtre jaune, vous allez accentuer ces zones de défect, d'érosion, d'abrasion. Ça va un petit peu affiner votre diagnostic. Vous pouvez recourir, notamment et surtout dans le décor de la recherche, au verre de lysamine et regarder le compte de Van Bisterfeld, qui est un scoring, qui vous permet là aussi de grader entre 0 et 2 les différentes aires des conjonctives nasales, temporales et puis de la cornée elle-même.
Et puis, vous avez l'imagerie moderne. Alors, il y a d'abord ce que vous avez déjà dans votre cabinet pour aborder décemment une chirurgie de cornée et même une chirurgie de la cataracte, les topographies, les aberrométries. Le fait d'avoir une labilité des images veut dire que dans l'espace-temps, c'est instable et donc c'est relatif à l'instabilité du film lacrymal. Des mires de Placido distordues ou manquantes, c'est une rupture anormale du film lacrymal. Vous, si vous avez la chance d'avoir cet aberromètre double passage qui est l'OCAS, l'HD Analyzer, avec son indice spécifique aujourd'hui OSI qui est focalisé sur la surface oculaire, vous allez pouvoir tout à fait suivre dans le temps, également évaluer cette instabilité avec ce spécifique focus aujourd'hui offert sur la surface oculaire. L'OCT de segment antérieur, qui peut vous mesurer le ménisque lacrymal et l'épaisseur du film lacrymal, est un magnifique outil, comme le mapping épithélial auquel il accède. Ce mapping épithélial est corrélé au film lacrymal et à son instabilité. Le break-up time non invasif correspond à cette évaluation par des outils comme certains OCT ou certains topographes qui vont utiliser des systèmes donc, de projection de mire là aussi sur la cornée. Eh bien, vous voyez qu'on va pouvoir ni plus ni moins avec des cartes colorimétriques enregistrer là où il va y avoir rupture du film lacrymal. Mais il n'y a pas de fluorescéine, c'est l'intérêt. L'inconvénient, c'est qu'il nous reste encore à définir des seuils pour le futur. Et enfin, l'esthésiométrie, puisque je viens vous dire que la composante neurogène est importante, donc surtout sur ces syndromes chroniques post-lasiques qui ne trouvent pas d'explication organique, pensez bien à tester votre sensibilité cornéenne. Vous avez ensuite à conduire un focus tout à fait spécifique sur la couche lipidique. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'en particulier à l'heure de la cataracte, plus de 40% des patients en préopératoire vont avoir un dysfonctionnement hebdomadaire avec les facteurs cumulés du temps qui passe. Et on sait qu'environ 20% des patients, notamment les travailleurs sur écran, avant la chirurgie cornéenne, présenteront également ce dysfonctionnement. Donc, les méthodes de screening se sont tout à fait étoffées en la matière. Et on sait que ce dysfonctionnement hebdomadaire est aujourd'hui la cause la plus fréquente de sécheresse évaporative par obstruction. Donc, vous allez essayer de presser, de voir comment sort et quelle est la qualité de ce bébum qui est donc extrait par les petits méas de ces tubes verticaux, une quinzaine par paupière inférieure, une quinzaine par paupière supérieure. Et vous allez donc rechercher les signes d'inflammation, les irritations, les signes de blépharite antérieure, postérieure, les irrégularités, les télangiectasies et la qualité de ces corps et de l'ouverture des glandes au niveau donc de leur méa. Et puis, vous pourrez recourir à des outils d'interférométrie qui vont vous aborder ce qu'on appelle la mébographie. Les plus connus sont le Lacridia, le LipiView. Vous avez donc également toute une gamme de nouveaux produits qui arriveront sur le marché qui vont travailler toujours de la même façon avec l'interférométrie. Ces outils vont viser la visualisation de l'architecture des glandes et vont rechercher la qualité de leur dilatation de ces canaux, leur tortuosité, et puis parfois la disparition. Et vous voyez sur l'image du milieu, et puis encore sur celle de droite, la disparition de ces canaux pour lesquels il n'y a plus aucun espoir d'obtenir un traitement efficace. Ça va aider à expliquer aux patients d'abord le comment du pourquoi et un petit peu mieux visualiser pour lui ce que l'on recherche dans les traitements. Et donc, c'est un outil pédagogique, mais également un outil semi-quantitatif qui va vous guider dans votre choix stratégique. Enfin et surtout, n'oubliez pas deux autres paramètres que donnent ces outils d'imagerie, l'épaisseur du film lacrymal, qui est tout à fait corrélé et qui est volontiers en lien avec la qualité de la cartographie épithéliale et la qualité des clignements, parce qu'il est fort de constater que bon nombre des dysfonctionnements hebdomadaires, en particulier des gens jeunes, sont liés à cette modification des clignements volontiers ralentis par le travail sur écran, tout comme vous avez une diminution des clignements et de leur qualité par la modification avec le temps de la dynamique des paupières, de la perte d'élasticité. Enfin, un nouveau chapitre s'est ouvert, celui des biomarqueurs. Alors, ceci est un grand chapitre qui veut tout dire et rien dire, parce que vous englobez derrière cet intitulé une manière biologique de coter un certain nombre de marquages, de l'inflammation à l'infection et pourquoi pas un jour à la génétique. Alors, ce que vous avez aujourd'hui de disponible, c'est la possibilité de faire des empreintes conjonctivales pour ainsi chercher sur le plan du biomarquage eh bien, la qualité de l'expression de l'inflammation au niveau de ces cellules épithéliales.
Vous pouvez aussi, aujourd'hui on sait le faire d'ailleurs de manière automatisée avec cet iPrime qu'a développé en particulier l'Institut de la Vision avec Christophe Baudouin. Vous pouvez aussi faire du biomarquage en recourant à la mesure de l'osmolarité avec la plateforme notamment du TIRLab qui va vous faire donc cette évaluation d'hyperosmolarité qui en vérité n'est véritablement bien quantifiée que dans une expression de sa variabilité entre trois mesures. Et donc, il ne s'agit pas de réaliser une mesure, mais en vérité de succéder idéalement trois mesures et de comparer un œil par rapport à l'autre. Et c'est ça qui va vraiment rendre compte de la sévérité, donc très coûteux et en pratique relevant du domaine de la recherche clinique, au moins sur les terres européennes. Ensuite, vous pouvez en fait aujourd'hui accéder à d'autres biomarqueurs. Je pense à la métalloprotéinase numéro 9 ou à la lactoferrine, qui sont des marqueurs non spécifiques, mais des marqueurs d'inflammation intéressants, qui d'ailleurs vont pouvoir être disponibles également, toujours par système de capillométrie et en introduisant sur la plateforme TIRLab une stratégie d'immunoassay, eh bien on va élargir également le nombre de paramètres qui pourront donc être mesurés par ces plateformes. Le MMP9 pouvant être lui aussi mesuré par ce petit système RPS d'amplification qui ressemble à ces tests de grossesse et qui va travailler de la même façon sur papier buvard par capillométrie. Enfin, eh bien, sortant du champ de l'inflammation et finalement des problèmes de surface oculaire, le kératocone et les autres dystrophies, notamment la dystrophie d'Avellino, sont aujourd'hui accessibles par ce même système donc, de biomarquage et pourquoi pas l'adénovirus ou l'herpès. Ça, c'est vraiment du soon-coming et donc ce sera des stratégies également d'aide à l'orientation, à la confirmation du diagnostic et à l'efficacité des traitements. Et donc, on va arriver finalement, fort de ce diagnostic parfait que vous êtes en mesure aujourd'hui de réaliser. Vous avez vu, ça ne coûte pas toujours cher. Une goutte de fluorescéine et scruter votre topographie, bien examiner votre surface oculaire, presser les paupières. Ce sont les outils clés qui peuvent vous permettre décemment de passer à côté de rien pour aborder vos chirurgies. Et donc, vous allez finalement ensuite aborder le traitement. Et donc, traiter, c'est d'abord informer, on l'a dit, mais prévenir, ça veut dire pré-traiter, et puis bien sûr, dans bon nombre de cas, également accompagner les patients post-opératoires. Donc informer, c'est très important. C'est pas rare d'observer un œil sec 2 mois après le traitement, parce que toutes les chirurgies qu'on a mentionnées vont recevoir un lubrifiant post-opératoire qui va masquer la révélation de cette instabilité induite par la chirurgie, ou plutôt aggravée par la chirurgie. En cas de syndrome sec préopératoire, vous allez préparer. Vous n'allez pas forcément contre-indiquer, vous allez pré-traiter et puis vous aborderez la chirurgie quand vous aurez amélioré la surface oculaire. La stratégie thérapeutique, alors là, c'est absolument aujourd'hui universel, je dirais même chez nos amis américains, les collyres sont non conservés. Ils peuvent être en gel en pommade si vous voulez protéger la nuit, c'est plus visqueux, ça dure plus longtemps, mais ça floute la vision. Et puis vous allez aller dans la gamme des collyres avec l'escalade, des substituts lacrymaux qui, vous le savez, ont toutes les caractéristiques de protéger, quand on dit osmoprotecteur, c'est pour régulariser cette osmolarité, mais on a également, vous le savez, des restaurateurs de cicatrisation. Je pense à l'acide hyaluronique. Et aujourd'hui, eh bien, toute cette richesse de produits sur le marché fait que vous essayez sur vos convictions et le patient va au final, en vérité, retenir celui qu'il préférera, qui n'est pas toujours celui que vous pressentiez. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer, à se donner un petit mois d'essai et à changer de produit pour permettre au patient de retenir son favori. Vous avez les anti-inflammatoires, on y reviendra tout à l'heure. Anti-inflammatoires, c'est toute une gamme. Alors, on pense aux stéroïdiens dans le domaine du post-opératoire, mais quand vous allez assister à cette chronicisation du syndrome sec, vous aurez peut-être à recourir à la cyclosporine en terre européenne, et je pense que c'est le cas également chez vous, c'est le 0,01% donc, qui va l'emporter, donc 0,1%, c'est 0,1% et 0,05 qui est le Restasis. Restasis, c'est pour les Américains. Et 0,1, c'est l'Ikervis dont vous disposez. Et cet Ikervis, c'est une goutte le soir. Ça peut piquer, le patient doit être prévenu, mais c'est celle qui va diminuer cette inflammation chronique, le Lifitigrast n'étant pas disponible en Europe. Enfin, vous traiterez le dysfonctionnement mébomien et vous le savez, on chauffe.
Chauffer ne suffit pas, ça ramollit, mais il faut surtout masser pour évacuer ce mébum et qui ne parvient pas à s'éliminer de façon spontanée et suffisante. Puis après, il faut laver et nettoyer. Et on a un bon nombre d'outils pour ça. On chauffe au masque, on chauffe aux gants de toilette qui est bien propre. On peut également chauffer en une fois avec des systèmes comme le LipiView et donc le LipiFlow qui appartient à la plateforme, ou des systèmes de lumière pulsée comme par exemple le highlight et tous les systèmes donc, qui vont travailler également sur une stratégie sûrement qui joue autour de la dilatation vasculaire autour des paupières, mais autant de dispositifs qui au final vont permettre donc d'améliorer, diminuer cette inflammation et de permettre l'évacuation des glandes de mébomus. Les bouchons lacrymaux, que vous allez mettre dans les petits méas lacrymaux peuvent avoir un intérêt et indiscutablement, quand vous êtes sur une situation préopératoire un peu fragile, mettre un petit bouchon pour les 3 mois post-opératoires d'un LASIK peuvent avoir leur intérêt, voire les garder de façon plus permanente si le tableau, encore une fois, s'est chronicisé. Alors, est-ce qu'il y a une place du traitement anti-inflammatoire en chirurgie? Eh bien, on peut dire que le protocole, c'est quand même codifié. Cependant, faites attention, parce que ce n'est pas parce que Diuse 2 vous dit qu'il y a systématiquement une composante d'hyperosmolarité qui induit et qui est liée à une inflammation sous-jacente et que vous aurez une composante neurogène. On l'a dit, c'est un couple obligatoire après tout stress chirurgical. Cela ne veut pas dire pour autant que vous devez sauter sur la cortisone et la mettre tous azimuts. Il faut savoir l'utiliser avec parcimonie, essayer de tout faire pour que les cures soient courtes et toujours mesurer le bénéfice-risque. Après laser excimer, qu'il soit ou non transépithélial, on met un anti-inflammatoire non stéroïdien butantagique, pas plus de 4 jours. Vous mettrez ensuite un anti-inflammatoire stéroïdien volontiers sous la forme de fluorométholone, qui est un modulateur de réorganisation cicatricielle. Il n'a pas forcément fait ses preuves du reste, mais ce que l'on sait, c'est que si vous avez un S rebelle, si vous avez une régression, vous allez reprendre les agents stéroïdiens, voire même combiner la mitomycine avec ou sans débridement épithélial pour essayer de moduler ces réponses cicatricielles exagérées, notamment sur ablation profonde et volontiers impactées par l'exposition aux ultraviolets si fréquents sur vos terres ensoleillées. Lasix et Smile, anti-inflammatoire stéroïdien pour 2 semaines, volontiers associé à l'antibiothérapie combinée ou flash, vous allez prévenir les effets secondaires de l'interface, mais pas plus de 2 semaines, ça suffit, et même pour certains utilisateurs, 1 semaine est la norme. Vous les reprendrez en revanche si vous avez complications de l'interface, avec ou sans lavage de l'interface, mais bien évidemment, on le sait, en cas d'invasion, en cas de syndrome interstitiel de l'interface, il y a une place indiscutable pour la cortisone. Les implants FAC, eh bien, pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens requis, mais les agents stéroïdiens pour 2 semaines, parce que vous avez quand même, bien sûr, un petit stress, une petite inflammation du segment antérieur avec cet implant qui doit prendre sa place. Et vous le prolongerez dans une indication spécifique, le recours à l'artisan souple, appelé Veriflex ou Artiflex, qui est connu pour ses petits dépôts au long cours. Alors là, faites attention à suivre la pression intraoculaire au long cours. Enfin, dans la cataracte, on est tous d'accord. On met des non-stéroïdiens pour la prévention de l'OMC. Quant aux stéroïdiens, là, il y a un point d'interrogation avec ces petites incisions que l'on réalise aujourd'hui et le faible taux d'inflammation observé en post-opératoire. Mais on peut dire que globalement, il y a cette tendance à les utiliser pour une cure d'environ une quinzaine de jours. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas à recourir aux anti-inflammatoires, ou plus exactement, il faut éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens en cas de syndrome sévère ou de maladie immunitaire, puisque vous savez que vous allez ouvrir la porte vers le trouble trophique et qui pourra aller jusqu'à la perforation. Vous aurez en revanche les reprendre si vous avez un œdème maculaire cystoïde, et vous saurez les prolonger les stéroïdiens si vous avez donc une inflammation de champ antérieur dans les suites d'une chirurgie un peu plus compliquée. Donc, au total, on pourrait dire qu'à 7 heures, eh bien, l'œil sec, c'est la complication numéro 1 de la chirurgie du segment antérieur, qu'il s'agisse d'une approche cornéenne ou intraoculaire. Donc, la surface oculaire, il faut savoir y penser et en vérité, il faut savoir l'examiner avant de toucher l'œil qui est candidat à ces opérations.
L'inflammation, elle est là, elle est présente. La composante neurogène, elle est là, elle est également systématique. L'inflammation qui ne se résout pas est un facteur de chronicité, en particulier du défaut et du syndrome sec au long cours. Donc, il faut détecter, contrôler, mais toujours avec parcimonie. Voilà, une petite image de nos horizons français. Je rêve de pouvoir revenir bientôt vous rendre visite. En attendant, eh bien, je souhaite le meilleur au Maroc. Je vous souhaite également de franchir cette cruelle deuxième vague et j'espère que nous pourrons échanger de vive voix et nous revoir très vite en face à face. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. À bientôt en toute amitié.